ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Fred Aubert. Fred, merci d'être là. Vous le savez, si vous avez écouté ou regardé le dernier épisode où j'ai reçu Fred, vous savez que c'était d'abord mon prof, dans mes années INSEP, tu te rappelles, ça nous renvoie... Je me rappelle. Ça nous renvoie il y a quelques temps. Et puis ensuite, c'est une des personnes qui a le CV le plus fourni de notre profession. Et c'est un formateur hors pair, donc merci de venir partager le feu sacré une nouvelle fois avec nous, Fred. C'est super de t'avoir. On va parler de quelque chose que tu maîtrises particulièrement bien, parce que, vous le savez, Fred est issu de l'athlétisme, dans une autre vie d'entraîneur avant d'être préparateur athlétique. On va parler de vitesse-vivacité. Ouais, un enjeu énorme en préparation physique, à plus forte raison dans les sports collectifs, mais pas que. Et du coup, c'est une thématique moi, que je trouve absolument passionnante. Ah ouais, super. En fait, y a l'idée dans notre métier de distinguer les choses pour mieux les traiter. Et tu vois, vitesse-vivacité, c'est l'occasion de faire un clin d'œil entre la différence explosivité détente en concentrique et aussi explosivité pliométrique. Le volleyball, le basketball, voire même le badminton, parfois on peut se perdre. Qu'est-ce qui relève de l'explosivité en concentrique, la détente sèche, et qu'est-ce qui relève de la pliométrie, du rebond dans le déplacement. Et on entend dire que la pliométrie permet d'améliorer l'explosivité. J'entends bien, mais il faut savoir distinguer les choses pour les traiter de façon distincte. Et moi, je dirais que, s'agissant du volleyball, où j'ai pu voir autrefois une surabondance de pliométrie, eh bien, il y avait, à mon avis, une mauvaise lecture. Le volleyball, c'est davantage de l'explosivité concentrique à basse vitesse d'élan que de la pliométrie. C'est pas Teddy Tango, c'est pas Teddy Tango au triple saut, c'est pas la course de haie, c'est pas, tu vois. Bon, la vitesse-vivacité, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que on sait qu'il faut de la vitesse et que la vitesse est une qualité physique tentaculaire. Vitesse de réaction, vitesse d'action, vitesse gestuelle, vitesse cyclique ou acyclique. Ça ne s'emploie pas vraiment au singulier, c'est clair. Voilà, il y a des vitesses. Mais alors, quand je suis arrivé dans le football en 2013, ça m'a encore plus convaincu de faire cette distinction pour mieux la traiter au service de nos sportifs, parce qu'eux, ils parlent de vivacité. Aussi longtemps que je m'en souvienne, c'est un des sports qui a le plus tôt parlé de vivacité. Eux, c'est drastique, veille de match, rappel de vivacité tout le temps. Ce qui est d'ailleurs un générique pour les sports co. Veille de match, veille de sport de raquette, match de tennis ou de badminton, vivacité. Alors du coup, c'est quoi? Eh ben oui. Alors, la vitesse sera comprise comme étant de la cinétique, du déplacement d'un point A à un point B, générant des mètres par seconde. C'est de la vitesse de déplacement. Le 100 mètres en athlétisme, c'est de la vitesse cinétique. Si l'on prend Kylian Mbappé, qui se fait flasher à 37 km/h dans son match de la Coupe du Monde contre l'Argentine, eh bien là, véritablement, quand on sait qu'il était parti de la surface de réparation de son propre camp, il est absolument en cinétique, en vitesse. Et ce même joueur va se retrouver dans le petit périmètre des 16,50 m de la surface de réparation, où là, il doit dribbler en petits pas, en petites actions, pour effacer son défenseur, voire le gardien. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est l'emboîtement d'une vitesse et d'une vivacité. Alors, après, on peut distribuer, en fonction des sports, les pourcentages de vitesse-vivacité. Quel serait le sport de raquette le plus saturé de vivacité? Le badminton, sans nul doute. Le badminton, c'est que de la vivacité. Il n'y a pas deux pas identiques faits par le joueur. C'est un confetti où, tel un zébulon, il va aux quatre coins. Et j'aime parler de cette boule de flipper que l'on a en haut,
quand on a fait poum, la boule de flipper arrivant, puis elle va des ressorts comme ça. Ça, c'est de la vivacité. Bon. A contrario... Donc il y a une vraie, excuse-moi de te couper, il y a une vraie dimension de changement de direction et avec elle d'inversion de poids de corps et de masse. On va la définir, tout à fait, Aurélien. On va la définir. Je te spoil, excuse-moi. Pas du tout, c'est ça. Tu as raison de rebondir là-dessus parce que c'est parce que je suis vivace. Voilà. Non, mais il y a des bons temps pour tout et n'aie crainte. Moi, je voulais montrer, tu sais, tout de suite dans le macro, la vivacité, la vitesse. Au badminton, il y a un effet d'échelle. Il y a une tâche multidirectionnelle dans tous les régimes de contraction. Il y a du rebond, il y a de la vitesse acyclique. Ça, c'est de la vivacité. Alors que la vitesse, c'est forcément du cyclique. Parce que pour aller d'un point A à un point B dans une technique de locomotion, c'est forcément du cyclique. Florent Manodou, dans un 50 mètres nage libre, c'est de la vitesse dans l'eau, c'est cyclique, c'est les cycles du crawl. Le cycliste sur piste, le sprinter, c'est du cyclique. Cyclisme, je sais. Ok, voilà. Alors que la diagonale de la gymnaste au sol, c'est de l'acyclique. C'est élan, rondade, flip, salto, demi-tour, resalto, saut de main et tout. Waouh, il y a vraiment pas deux figures de suite, quoi. Alors, dans la cyclique, il y a aussi quand même un mouvement isolé, un lancer, une frappe. Ah oui. Du coup, ça, tu le classes néanmoins dans de la vitesse. On garde de la cyclique dans la vitesse, dans ta conception? Alors, si c'est un geste unique, si c'est une tâche unique, on est plus dans de l'oxotonique, de l'explosivité, c'est-à-dire régime combinatoire de régime de contraction à vitesse variable. Combinatoire de régime de contraction à vitesse variable sur un geste unique. Le service au tennis, en plus si c'est un ace, c'est pas de la vivacité pour moi, c'est de l'explosivité dans l'oxotonie. On met en branle beaucoup de régimes de contraction différents, avec du balistique, de l'élan, et pam! Bon, c'est unique. Mais, à contrario, s'il y a service volé et qu'il faut s'employer à la volée et qu'il y a même peut-être un lob, bah de nouveau, l'emboîtement de gestes acycliques devient de la vivacité. Donc forcément, la vivacité est un composite de gestes acycliques. Je comprends. Voilà. Alors, là-dessus, ce qui est intéressant, il n'y a pas de vivacité du paresseux, du koala ou du panda. Hein. La vivacité, c'est zébulon, ça va très très vite, il y a de la fréquence gestuelle. Et donc, la fréquence gestuelle acyclique, c'est de la vivacité. Parce que la fréquence gestuelle d'une foulée, le nombre de foulées par seconde, le nombre de cycles par seconde, le nombre de pédalages par seconde, le nombre de pas de patinage, on voit. Mais tout d'un coup, le hockeyeur, il a du patinage, mais dans la vivacité, il doit virevolter, changer de direction, bumper, voilà. Le meneur qui remonte la balle au basketball, c'est de la vivacité. Tu vois. Le pivot, l'ailier au handball, c'est de la vivacité. Voilà. Écoute, ça me paraît très clair. Du coup, une fois qu'on a fait cette distinction méthodologique-là, comment tu l'abordes, toi, dans l'entraînement? Super. Alors, déjà, ce distinguo-là, c'est déjà pour servir, encore une fois, le sport pour lequel on va faire de la préparation athlétique. Moi, je me souviens d'une belle erreur que j'ai pu faire dans mes premiers mois quand j'ai travaillé avec le badminton. J'ai vraiment fait une faute de lecture de la tâche du joueur de badminton enfin, j'arrivais pas au basket, mais je pensais, on va dire, motricité basket dans les pas chassés, dans les pas latéraux. L'erreur que j'ai faite, c'est en préparation terminale, je demandais à mes joueurs de badminton, mes badistes, de faire 20 mètres en pas chassé très rapide. Et là, il m'arrive un pépin, pas trop souvent heureusement dans ma carrière, mais il m'est arrivé, j'ai le meilleur joueur du moment, enfin, il se fait une pétouille aux adducteurs. Et là, l'entraîneur, il me prend de voler, il me dit « Fred, ça, les joueurs de badminton, ils ne savent pas faire. 20 mètres en pas chassé à haute fréquence, ça met en résonance les adducteurs
comme jamais eux, ils savent le faire. Mmh. Donc c'était vraiment une faute de goût, une faute d'analyse, une faute méthodologique, coupable de ma part, de ne pas avoir compris ça. Alors, il faut payer pour voir, souvent, j'ai payé pour voir. Et après, il y avait bien des 20 mètres, mais il n'y avait pas 2 pas identiques dans les 20 mètres. Un chassé, un croisé, un volte-face, une course arrière, un chassé, un croisé, un volte-face, un saut, une fente. Et ça faisait 20 mètres, tu vois. Et ça, là, le corps... Tu avais basculé de la vitesse cyclique à la vivacité. Tu as tout compris, tu vois. Donc, c'est important de faire ce distinguo-là. Après, voilà, comment servir ça? Pour l'une et pour l'autre, il y a des composantes. Et les composantes d'une ressource athlétique, d'une ressource physique, si on veut faire simple, sont pour nous une grande chance. Parce que ça n'est pas monolithique. La vitesse de mon temps, quand j'étais lycéen, c'était le 50 mètres. Le brevet sportif populaire, un peu d'histoire des APS, messieurs, dames, le brevet sportif populaire, dans les années 70, c'était le 50 mètres pour tester la vitesse. Eh ben, si on voit ça comme qualité physique-vitesse, c'est bien pauvre, quoi. Et la vitesse, c'est quoi? C'est quelle est ton explosivité du démarrage, ton concentrique explosif? Quelle est ta technique de replacement? Quelle est ta capacité à passer du concentrique explosif à la pliométrie à haute fréquence cyclique? Quelle est ta disponibilité, etc., etc. Et puis, au besoin aussi, quelle est ta puissance bioénergétique dans la créatine phosphate qui te permet de faire non plus un 60, mais un 100, voire un 200. Très bien. Et grâce à ces composantes de la vitesse, on pourrait dire aussi, et je ne fais pas de guerre de terminologie, des facteurs de performance, des sous-facteurs de performance dans la vitesse. Quelle est ta fréquence cyclique sur échelle de rythme, sur montée d'escalier? Quelle est ton explosivité sèche, détente verticale dont tu as besoin pour jaillir, pour lancer le démarrage? Quelle est ta technique, ta disponibilité, ta souplesse active aussi? Ta liberté des hanches à générer de l'amplitude sans forcer. Et puis en tâche de fond, tes niveaux de force dans chaque appui. Pour propulser chaque appui. Voilà, très bien. Grâce à ces composantes-là, si on veut améliorer un individu dans sa vitesse, on fait mieux que lui faire des 30 mètres, des 30 mètres, des 30 mètres. On va aller là où, grâce à des situations d'évaluation des composantes, il est le plus faible. Par exemple, quelqu'un qui est fort en vitesse lancée, eh bien, sur un 50 mètres, peut très bien compenser parce qu'à partir de 15 mètres, il est lancé, il va vite. Mais pour l'améliorer, comment on va faire? Ah, on a recours à son temps entre 0 et 10 mètres. Oh là, il est plus faible. Les moyens d'améliorer cette frange-là du sprint ne sont pas les mêmes que ceux qui consistent à améliorer la vitesse lancée. Et encore moins la vitesse d'endurance. L'endurance à la vitesse, pardon. Okay, voilà. Donc les composantes nous permettent de travailler ça. Alors la vivacité, Aurélien, c'est plein de composantes. Déjà, on va dire dans quel régime de contraction s'exprime l'explosivité neuromusculaire. L'explosivité neuromusculaire étant cette puissance instantanée, massive par le recrutement. Eh bien, effectivement, dans les années 80-90, on voyait dans l'explosivité que la détente verticale, que le saut en longueur, ce qui était généré par le concentrique explosif. Aujourd'hui, et grâce à des gens qui ont beaucoup apporté, comme Jacques Kièvre et Christian Miller, les biomécaniciens du labo de bioméca de l'INSEP à l'époque, aujourd'hui sont en juste vacances éternelles, je dirais. Pas tant. Je vais vous dire que certains étaient encore à pied d'œuvre. Très bien, très bien. Oui, mais je pense plus en termes de statut. C'est ça, en voilà. termes de statut. Ils ont quitté l'INSEP et tout, voilà. Mais Jacques Kièvre m'a fait prendre conscience que l'explosivité neuromusculaire intéressait tous les régimes de contraction. Or, dans la vivacité, on met en concert tous les régimes de contraction. Se lancer explosivement pour mieux freiner, résister sur un gainage explosif, rebondir périodiquement, avoir de la proprioception dans les gîtes et les récupérations de saut, de la souplesse active, de l'agilité, tout ça c'est la vivacité. Voilà. Le gardien de foot a une grande vivacité. Le judoka. Alors le judoka dans les catégories de poids les plus légères, c'est magnifique de vivacité. Le joueur de badminton en restant très bipède, tu vois. Le libéro, le passeur,
Le passeur, pour s'orienter et arriver sous la balle et délivrer la meilleure passe à l'attaquant. Le libéro, parce que alors là, pour le coup, c'est de l'explosivité, mais liée à un déplacement, replacement. Voilà. Ok. Voilà comment je pourrais te présenter la chose. Ouais, c'est clair. Du coup, comment est-ce que tu traites de manière complètement différenciée ces deux qualités, de la même manière que tu pourrais aborder la force d'une part, la vitesse d'autre part, l'endurance et puis la vivacité? Ou est-ce que malgré tout, on est quand même dans une case haute intensité ou haute vitesse de déplacement et de l'autre côté une case un peu plus poids et de l'autre côté une case un peu plus endurance? Elle est subtile ta question. Elle est subtile ta question parce qu'en réalité, on est dans la même sphère du dosage des efforts. On va dire que ça reste des efforts intenses pour la vitesse comme pour la vivacité, qui demandent récupération complète pour rester dans la qualité de reproduction. Toutefois, dans la vivacité, très vite, il va y avoir soit du bioinformationnel, soit de l'habileté en plus. Je m'explique. S'il faut, en cours de déplacement, répondre à un signal pour changer de direction ou faire une autre tâche, s'il faut récupérer un ballon, le redonner, conduire une balle, frapper, tout d'un coup, ce bioinformationnel adresse va pondérer la charge bioénergétique. Elle va la rendre moins intense, à la marge. Effectivement, moi, mon maître en méthodologie du sprint, c'est M. Fernand Hurtebise. Et j'adorais l'expression qu'il avait de mimer le sprint. C'est quoi le sprint? Le sprint, il disait, on est en haut de la falaise et on se lâche. On lâche tout. Donc c'est total. Quand tu es au départ d'un 30 mètres, tu as les cellules au bout là, c'est chrono, tu pars quand tu veux, tu donnes tout. Il n'y a pas de charge bioinformationnelle, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas... Bon, c'est la condition aussi pour améliorer ce secteur fin de la motricité athlétique. Très bien. La vivacité, dès lors que tu as une tâche sous-jacente en plus, ça va. Quand tu as fait un effort de vitesse de 5 secondes, tu es pleinement dedans. Tu peux pousser à 8-10 secondes en vivacité, dès lors que tu as des stops pour repartir. Un parcours de vivacité, c'est syncopé. Il y a des ruptures pour mieux repartir et tout. Pour ainsi faire agir les temps d'excentrique, les temps d'isométrie. Tu as de la plio, tu te rééquilibres, tu repars. Voilà. Donc, c'est le même espace méthodologique de la qualité-intensité, avec un peu plus de permissivité sur le temps d'effort du côté de la vivacité. Blocage, accélération, contre-accélération. Le cadre, on le sent est beaucoup plus varié. Maintenant, il y a une chape métabolique qui va venir se mettre par-dessus tout ça. Parce que du coup, cette vivacité, elle s'exprime à la première minute du match. Elle s'exprime aussi à la fin de la deuxième mi-temps. Pas avec les mêmes niveaux de ressources et de disponibilité, et clairement plus avec un stock de créatine phosphate intact. Donc du coup, est-ce que tu l'abordes aussi comme ça, ou est-ce que là, on dérive franchement sur les aspects d'endurance, et c'est traité de manière différenciée dans ta méthode? Alors, vitesse et vivacité, de toute façon, sont confrontés à la même problématique en match de football, que de toute façon, il faut avoir resynthétisé de l'ATP, il faut avoir récupéré dans le système créatine-phosphate pour en remettre un coup. Si on travaille toujours dans la filière 2, on n'est plus beaucoup dans la vitesse-vivacité, on est dans de la survie bioénergétique. On dit d'ailleurs que les efforts lactiques ultimes, c'est une mort bioénergétique, c'est une mort chimique, parce que tu ne peux plus faire. Tu peux plus faire. Bon, très bien. Là, je dirais que je vais prendre la perche que tu me tends bioénergétique de plusieurs façons. D'abord qu'on a besoin des ressources aérobies pour améliorer sa vitesse. Ah ça surprend. Alors c'est pas le 1 heure de footing, non. Mais grâce à une bonne aérobie, tu vas pouvoir réitérer des efforts de vitesse. C'est M. Georges Cazorla qui nous le rappelait, ça. On avait une différence de vue, mais qu'est-ce que j'apprécie cette personne, une différence de vue sur le démarrage de la vitesse. Et à la fin même, il me rejoignait quand je lui disais, mais la vitesse, c'est aussi de la technique gestuelle, des apprentissages moteurs. Sur ce vocable-là, il me suivait. Par contre, il disait, il faut faire de l'aérobie d'abord. Bon, c'est là-dessus que je suis un petit peu en délicatesse, parce que moi, je crois qu'il faut démarrer le tout conjointement.
En tout cas, Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faut de l'aérobie. il faut de l'aérobie pour tamponner les efforts de vitesse et ne pas basculer trop vite dans la filière 2. Hein, même si un effort de vitesse en tant que tel est très vite lactique intramusculaire, par contre, il y a bien une distinction de filière. Je fais une différence entre l'effort de vitesse, qui n'est jamais alactique, et la filière, elle, qui peut être pointée comme étant alactique, la créatine phosphate, etc. Très bien. En tout cas, l'aérobie permet cette réitération, et donc quand on se retrouve en fin de match, voilà, ça va jouer. Une vraie notion de relance d'intensité. Mais s'il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment accuser le truc, c'est le principe de fond de fraîcheur. On ne pratique pas la vitesse sur un organisme fatigué, même jusqu'à mentalement fatigué. C'est-à-dire que la vitesse sur fond de fraîcheur, c'est un incontournable. En football, dans les sports co en général, on évitera à J+2, sur les sports co comme le rugby et le football qui génèrent quand même des DOMS. Voilà, il y a eu quand même fragilisation tissulaire, le handball pareil, le basket. À J+3 oui, à J+2 non. La vitesse. La vivacité, elle, chez des gens en plus qui sont dans la vivacité au long cours, eh bien, peut être pratiquée la veille de match, parce que c'est un réveil neuromusculaire dans la motricité, et ça n'est pas aussi impactant et aussi à risque que la vitesse cinétique. Le joueur de football qui, la veille d'un match, va faire des sprints avérés, peut s'exposer à des blessures. En plus, peut-être il pense au match, je ne sais pas. Voilà. Parce que c'est la vitesse cinétique pour elle-même expose à plus de risques, vu l'intensité dans les tensions, notamment des ischio-jambiers, qu'elle soumet le squelette. Très bien. J'ai encore une question sur l'organisation par rapport à la vitesse et à la vivacité au final. Donc, différence fondamentale, là tu le disais tout à l'heure, entre est-ce que je mets de l'aérobie d'abord ou est-ce que je traite tout conjointement. Du coup, ça veut dire qu'on rentre plus rapidement dans la spécificité. Oui, et mieux. Et probablement, du coup, de manière plus précise. Oui, et sans rupture. Ça veut dire que très tôt, tu traites la vitesse et l'intensité. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a deux façons de le voir. Donc, je refais référence à mon maître en méthodologie de l'athlétisme, c'est Fernand Hurtebise qui parlait de la pyramide inversée. La pyramide inversée, quand il nous a expliqué ça, mais il a fait énormément, parce que moi, je lui dois, à Fernand Hurtebise, d'avoir compris comment amener mes athlètes en forme de façon durable. Tôt et durable, précocement et durable. Or, autrefois, au XXe siècle, on avait la peur d'être en forme trop tôt. Parce que c'était d'un usinage tellement laborieux qu'on se disait « oh là là, il est en forme trop tôt ». Mais on oubliait qu'il faut être en forme tôt. Après, on sait l'entretenir. C'est aussi l'enseignement des joueurs de sport collectif. Les sports co nous enseignent. C'est la démonstration. Ouais, c'est très clair. C'est la démonstration qu'on surfe sur une forme. Le problème, c'est de l'atteindre, la forme. Moi, tu sais, on disait autrefois, avant que je rencontre Fernand Hurtebise, on disait ouais, les athlètes d'Aubert, ils sont incroyables. Ils sont en forme toujours au championnat de France. Mais c'était une galère. Ils étaient en forme que au championnat de France. Parce que j'avais du mal sur les méthodes d'autrefois, le fameux foncier, quoi. Le volume, le foncier, voilà. On arrivait à l'intensité tardive pour avoir des accents de qualité encore plus tardifs. Et moi, je suivais ce qu'on m'avait enseigné. Et là, je me rendais compte que mes athlètes n'étaient pas en forme au printemps. Hein. Et là, à grand renfort de spécificité, d'affûtage et tout, ils arrivaient en forme au championnat de France. Comme ils avaient du talent, ils s'étaient qualifiés dans les phases préliminaires. Là, tout juste. Ils allaient au champ. Et là, ils étaient en forme. Ça me convenait pas. Quand Fernand Hurtebise m'a expliqué la pyramide inversée, c'est-à-dire, on part de la qualité-intensité vers la quantité de qualité-intensité au juste contour de l'épreuve, quand j'ai compris ça, j'ai vu mes athlètes en forme dès le printemps et par des process que l'on connaît en sport co, de régénération, réentraînement et affûtage en microcycle, ils rebondissaient. Sauf que l'expérience de la bonne forme physique profite à l'être humain. On n'est pas des légumes. Quand tu es en forme et que tu rebondis, la forme précoce, ça n'existe pas. Mais la méforme tout le temps, oui, ça existe. Ça, on est sûr, ça existe.
Bon, super Fred, un grand merci à toi pour ces pistes de travail sur la vitesse, c'est vraiment, vraiment précieux. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent que tu as sorti un livre très récemment, La motricité athlétique, aux éditions Revue EPS, dans lequel tu abordes tout un tas de sujets qui vont être transférables sur le terrain et évidemment connectés à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi suivre Fred sur Facebook, Fred Aubert, tout simplement. Ouais, Fred Aubert. Où tu es un peu actif. Tu peux évidemment mieux en parler que moi. C'est simplement un... Allez, je vais le dire comme ça. C'est un don fait à notre profession, où je mets là-dedans tout mon sang de préparateur athlétique, qui a eu la chance de bosser 21 ans en athlétisme, 7 saisons dans le rugby, 3 saisons dans le badminton et au tennis, 7 belles saisons au basket, et depuis 2013, mon bonheur dans le football. C'est rendre à la profession tout ce que j'ai pu mettre en œuvre, comprendre, car j'ai été énormément instruit par mon passage dans les autres sports. Forcément, hyper riche. Voilà. Bon, en tout cas, merci vraiment de venir partager tout ça avec plaisir. nous. C'est super sympa. On était chez Transfert, mon partenaire digitalisation, et j'espère que tu reviendras dans un 3e épisode très bientôt. Sans nul doute. Sans nul doute. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.